Bonjour, merci d'écouter cette présentation intitulée Comment défendre vos droits ou ceux d'un proche. Je me nomme Pascal Rousseau, je suis la gestionnaire des programmes communautaires à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Dans cette présentation, Lise Huneau, stratège en relations publiques et défense des droits chez Eversana, nous présentera les principes fondamentaux de la défense des droits et comment élaborer un plan de défense des droits pour vous-même ou pour un proche. La présentation de Mme Huneau sera suivie d'une entrevue effectuée avec Chantal et son conjoint Daniel, qui est atteint d'un myélome. Nos responsables des services à la communauté sont là pour vous. Nous écoutons attentivement vos besoins, difficultés et préoccupations. Nous pouvons vous orienter vers des informations sur les cancers du sang et ou sur les traitements. Nous pouvons vous aider à prendre en charge vos soins et vous référer vers les ressources et les services disponibles à la SLLC ainsi que dans votre communauté. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Notre site Internet cancerdusang.ca a été conçu en pensant à vous pour assurer une navigation facile et personnalisée, quelle que soit votre situation actuelle. Toujours sur notre site Internet, vous trouverez des balados, des vidéos animées, des fiches d'information, des livrets gratuits et validés par des experts sur les cancers du sang, les traitements et sur les aspects psychosociaux et pratiques. N'hésitez pas à visiter le cancerdusang.ca pour les consulter. Une autre ressource qui peut également vous aider à naviguer l'expérience du cancer est l'application Santé SLLC. C'est une ressource gratuite qui est disponible en français et en anglais. L'application vous aide à suivre les effets secondaires, les médicaments, l'alimentation et le journal d'hydratation. Cette application permet également d'offrir des rappels de médication et comporte un planificateur de repas nutritifs ainsi que de nombreuses recettes pour vous aider à bien vous alimenter. L'aidant peut également avoir accès à l'application. Elle peut être téléchargée gratuitement sur les appareils Apple ou Android. De nombreux traitements novateurs sont disponibles pour les cancers du sang. Nous devons nous assurer que la population canadienne y a accès dans les meilleurs délais. Les personnes touchées, les proches aidants et les survivants s'adressent à nous pour que nous défendions leurs droits lorsqu'ils vivent des difficultés d'accès aux médicaments, aux traitements ou encore à l'accès à un service en particulier au sein de leur collectivité. Donc, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des problèmes touchant le traitement et les soins pour vous-même ou pour un proche. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Mme Lise Huneau. Madame Huneau est stratège en relations publiques et défense des droits chez Eversana. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui, Madame Huneau. Bonjour tout le monde, merci Pascal pour cette belle occasion de présenter à la SLLC un webinaire sur comment défendre vos droits et ceux d'un proche. Donc aujourd'hui, le survol se fera à voir les principaux fondamentaux de la défense des droits, c'est-à-dire l'importance de créer des liens, de raconter votre histoire personnelle et aussi l'élaboration d'un plan de défense des droits. Mais avant de continuer, qu'est-ce qu'on entend par la défense des droits? Alors, la défense des droits, en fait, c'est une approche d'intervention qui vise la pleine reconnaissance et la pleine application des droits de la personne. La défense des droits comprend la promotion des droits à faire reconnaître ainsi que les actions qui favorisent le plein exercice des droits existants. En ce qui nous concerne ici, c'est une intervention qui vise explicitement à inciter le gouvernement, par exemple, à agir ou à ne pas agir au sujet d'un enjeu, d'un problème qui a un impact sur votre vie personnelle, sur la vie d'un proche et même sur la vie d'un groupe en particulier. Donc, pourquoi est-ce important de mener des campagnes de défense des droits? D'abord, au Canada, le système de santé présente des lacunes et des inégalités d'une région à l'autre. Une des particularités, en fait, de la défense des droits vient du fait que les enjeux qui sont défendus ne sont pas directement sujets à des recours devant les tribunaux. Donc, une défense des droits euh,
est une campagne ou une intervention qui est beaucoup plus politique que juridique. Donc, on cherche surtout à faire modifier ou à influencer des décisions qui vont favoriser la pleine reconnaissance d'un droit. Donc, dans ce sens-là, les décideurs, pardon, réagissent aux pressions des groupes qui mettent de l'avant une cause sur la place publique et ils ont vraiment la possibilité d'influencer l'ordre du jour des gouvernements. Évidemment, il y a plusieurs groupes d'intérêts sur la place publique. Certains groupes même ont des intérêts qui sont en contradiction. Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est que si vous ne vous impliquez pas, personne ne le fera à votre place. Et retenez aussi que vous avez le pouvoir de changer le cours des choses. Vous avez le pouvoir d'être entendu. Donc, pour que des personnes s'engagent ou veuillent s'engager dans la défense des droits pour la première fois, c'est souvent un besoin personnel qui vous pousse à agir. Donc, on ne cherche pas à changer le monde, on veut juste s'aider ou encore aider un proche. Dans ce sens, il s'agit d'une intervention qui est axée sur la personne. Vous allez donc présenter aux décideurs un enjeu qui a un impact sur vous ou sur vos proches. C'est bien, mais c'est perçu par les élus comme étant un cas isolé. Cependant, c'est vraiment à partir de ce besoin personnel, ça peut être par exemple l'accès au traitement, les soins de santé particuliers, que l'on réalise, que l'on a la possibilité d'influencer politiquement parlant si on présente un groupe de personnes touchées. Donc, l'enjeu présenté est perçu comme étant de plus grande envergure et par conséquent, c'est un enjeu d'intérêt public. Alors, encore une fois, ce qui est important de retenir ici, c'est l'importance de passer du niveau de la défense de vos besoins personnels au niveau de la défense des enjeux d'intérêt public si vous voulez avoir plus de poids auprès des élus. Donc, un des principes fondamentaux pour mener à bien une intervention de défense des droits est de miser sur votre réseau de contacts. Vos relations avec les acteurs clés du gouvernement est vraiment au cœur de la défense des droits. Donc, si vos contacts sont inexistants, vous pouvez aussi identifier des personnes dans votre organisation ou même dans votre réseau qui ont établi des relations avec les décideurs. Et par la suite, vous allez aussi au-delà de votre cercle personnel, au-delà du cercle de votre organisation, pour trouver des connexions et utiliser ces contacts pour confirmer éventuellement un rendez-vous avec un membre du gouvernement. Un deuxième principe qui est essentiel dans votre intervention de défense des droits est de vous préparer à raconter votre histoire personnelle. Mais qu'est-ce que votre histoire personnelle? En fait, c'est vraiment la fondation même d'une intervention qui est efficace. Concrètement, vous devez être en mesure de fournir un aperçu de ce qui vous est arrivé en lien avec l'enjeu que vous voulez défendre. Donc, ce qui vous est arrivé en lien avec votre maladie, mais aussi avec l'accès aux médicaments, par exemple, ou à certains traitements auxquels vous n'avez pas droit. Donc, votre histoire représente votre point de vue. C'est une histoire qui est basée sur votre expérience, vos sentiments et vos attitudes. Elle est entièrement axée sur votre vécu et cette histoire aide à motiver et à guider le décideur à faire ce dont vous avez besoin qu'il fasse pour vous. J'ajouterais aussi que par votre histoire, votre problème ou vos besoins deviennent réels pour un décideur. Et c'est ce qui établit vraiment la connexion euh, avec un élu. Deuxièmement, votre histoire doit aussi démontrer en quoi les mesures, les inactions, les politiques gouvernementales ont un impact direct sur vous et la personne sous vos soins. Donc, si votre histoire est soigneusement élaborée, qu'elle est bien transmise, elle vient aussi soutenir votre demande. Donc, vous aurez aussi à développer éventuellement vos messages clés et articuler une seule et unique demande qui sera présentée aux décideurs que vous aurez identifiés. On va voir plus loin, justement, comment on développe ces messages clés et comment on développe une demande. Donc ici, dans le fond, je fais le tour de façon plus schématique des éléments qui sont essentiels pour construire votre histoire personnelle. D'abord, les informations de base, le détail de votre situation personnelle, le problème ou l'enjeu, et ensuite l'action demandée, l'action précise.
On va examiner les 4 points un par un. Alors, l'information de base, alors c'est assez standard, votre nom, votre âge, votre lieu de résidence, votre profession, votre état civil. Et dans cette étape, et enfin, durant toute l'étape, on utilise surtout le je et le mon pour présenter votre histoire personnelle. Dans le fond, c'est de vous dont il s'agit. Par exemple, votre situation personnelle aussi, c'est votre diagnostic. C'est le moment et les circonstances entourant votre diagnostic ou celui d'un proche. C'est à ce stade-ci aussi que vous communiquez votre ressenti, ce que vous ressentez toujours, et c'est aussi le moment où vous serez en mesure vraiment d'attirer l'attention du décideur. C'est ce qui intéresse le décideur. Ensuite, les détails entourant votre problématique. Donc, il s'agit ici de parler, enfin, de l'enjeu. Qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que c'est l'accès aux médicaments? Est-ce que c'est la recherche d'un bon médecin et des soins particuliers? Alors, c'est à ce stade-ci aussi que vous allez faire valoir les raisons pour lesquelles ce problème est important. Et pour travailler sur l'enjeu, on peut se poser des questions suivantes. En quoi mon problème est-il important? Et qu'est-ce qui doit changer? Alors, ce sont 2 questions qui peuvent vous guider là, pour la rédaction justement de vos enjeux, de votre problématique. Alors, vous pouvez à ce moment-là parler de vos défis en raison de la maladie. Si l'enjeu est l'accès aux médicaments, vous pouvez aussi mentionner tous les défis auxquels vous avez fait face. Mais surtout, l'important, c'est de se concentrer sur celui qui est lié au problème que vous tentez de résoudre. La prochaine étape, donc, vise à se poser, enfin, à articuler votre demande et de se poser la question suivante. Quel est le résultat que nous visons? Quelle est l'action demandée au décideur et quelle est votre demande? Alors ça, ici, c'est important aussi de préciser qu'il y a des mesures explicites qui seront également communiquées au décideur suite à l'histoire que vous lui aurez racontée à propos de votre expérience. Donc, la demande, c'est vraiment l'occasion pour vous de dire au décideur ce que vous croyez que le gouvernement devrait faire pour vous et les autres. Maintenant, un survol pour ce qui est de l'élaboration d'un plan de défense de vos droits personnels. D'abord, les 3 étapes. Il y a d'abord la rédaction du message clé, il y a la conception des outils. Quand on parle des outils, on parle de lettres aux élus, de communiqués de presse, d'infolettres. On n'ira pas en détail dans les outils, mais en fait, toutes les communications seront basées sur vos messages clés et toutes vos communications auront également une demande précise. Donc, la 3e étape, c'est la formulation de la demande précise. Pour ce qui est de la rédaction des messages clés, d'abord, on prépare 3 messages clés. Les messages doivent être présentés en des termes simples. Chacun des messages doit faire 25 mots ou moins. Les messages doivent être clairs, convaincants, concis et cohérents. Et pour vous assurer que vos messages sont bien ciblés, bien clairs, vous pouvez aussi les présenter à une personne qui ne connaît pas votre problématique et lui demander donc de la rétroaction. Ici, encore une fois, c'est au sujet des messages clés. Voici un modèle pour rédiger un message. D'abord, quel est le problème, l'enjeu? Quelles en sont les conséquences? Donc, tout ce dont on a parlé un peu plus tôt, les défis auxquels vous avez à faire face en raison de la maladie, en raison du manque d'accès aux médicaments ou aux traitements. Donc, quelles sont les conséquences sur votre qualité de vie, par exemple? Et le 3e message, que se passerait-il si nous avions une solution au problème? Ici, encore une fois, une diapo un peu théorique, simplement pour vous rappeler que les questions, enfin les messages passent par 3 étapes. D'abord, l'étape
d'éduquer l'élu à propos de votre maladie, de démontrer ou d'illustrer le problème, donc avec des exemples concrets, les défis auxquels vous faites face. Et ensuite, votre demande qui est très précise, donc on passe à la revendication, à la défense des droits. Un peu pour schématiser le processus ici, avec ce diapo. Maintenant, la demande. Alors, la demande précise, c'est l'objectif d'un plan de défense des droits, quel que soit l'enjeu. Le but, c'est de présenter une seule demande, une demande unique et précise. Alors, c'est ici qu'on verbalise, sans faire sa liste d'épicerie, ce qu'on souhaite voir changer. Il faut faire des choix. Souvent, on a plusieurs demandes urgentes, pardon, et aussi, important de rester concentré sur un seul but à atteindre, même si vous en avez plusieurs. Je vais ajouter que la demande doit être tangible, dis-je, et explicite. Donc, on ne demande pas du soutien ici ni de l'aide. Je vais vous donner un exemple d'une demande précise. Ce que nous demandons au gouvernement, par exemple, est d'inscrire le traitement à la liste publique des médicaments remboursés, un traitement approuvé par Santé Canada auquel tous les Canadiens ont droit. Donc, la demande est claire, nette et précise. En résumé, pour mener une campagne de défense des droits de manière efficace, d'abord, vous devez créer de très bons liens en tout temps, à long terme et à court terme, avec vos élus. Absolument essentiel de communiquer votre histoire personnelle en tant que patient, en tant que proche aidant. Les messages clés sont au cœur de votre campagne de défense des droits et ces messages doivent être diffusés autant que possible à travers tous vos outils de communication. Finalement, si votre démarche est liée à des soins de santé personnelle, limitez votre demande à ce qu'il faut dans l'immédiat. En terminant, s'exprimer, poser des questions, faire un suivi de dossier, c'est crucial et surtout, n'abandonnez jamais. Merci pour votre attention. Merci, Madame Huneau, pour cette présentation très intéressante. Alors, tel que mentionné, en deuxième partie de cette présentation, nous vous présentons une entrevue effectuée avec Chantal et son conjoint, Daniel, qui est atteint d'un myélome. Alors, merci et bonne écoute. Bonjour, Daniel et Chantal. Merci d'être avec moi aujourd'hui, d'accepter de répondre à nos questions en lien avec la défense des droits. Bonjour Pascal. Bonjour. Oh. Donc, avant de commencer, si vous vouliez vous introduire, nous en dire un petit peu plus là, sur vous deux. Parfait. Alors, moi, c'est Chantal, proche aidante depuis 9 ans de mon conjoint Daniel, qui a un myélome multiple. Finissante à l'Université Laval dans quelques semaines et présidente d'un nouvel organisme pour les proches aidants en oncologie depuis 1 an. Moi, c'est Daniel, 52 ans. Moi, je suis le patient. J'ai eu un myélome multiple. J'ai un myélome, pas j'ai eu, j'ai un myélome multiple depuis 2016. Je suis avec ma prochaine dente. Et en rémission partielle, effectivement. Ben, bien contente de l'apprendre. Voilà, donc aujourd'hui, on parle un peu de défense des droits, hein. C'est un témoignage qui suit une présentation là, qu'on fait pour les gens. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu la problématique ou qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de faire des actions là, pour changer les choses? J'ai décidé de faire ça parce que pendant mon parcours de proche aidante, j'ai souvent eu des embûches au niveau soit du système de santé, au niveau des médecins, des IPO.
les proches aidants, un, ne sont pas nécessairement reconnus en oncologie parce que on parle souvent des proches aidants d'aînés, mais on ne parle pas souvent des proches aidants dans la zone grise que j'appelle, qui est un peu le 18-69 ans. Et en onco, ben, les proches aidants ne se reconnaissent pas en partant. Alors, comment voulez-vous que le système de santé nous reconnaisse aussi? Donc, souvent, on se fait tasser poliment du revers de la main, dans le sens que, ben, on est là. Quand ils ont besoin, on est vraiment là. Puis quand ils n'ont pas besoin, ben, on est là, mais on est souvent fatigant parce qu'on pose des questions, parce qu'on veut savoir ce qui va se passer, parce que c'est nous qui, du jour au lendemain, se ramassons avec les conséquences, les effets secondaires des traitements, de la médication, de la maladie. On doit apprendre tout ce qui est infirmerie, physio, faire du taping, faire des changements de pansement. Bref, on devient multiprofessionnalisme en dedans de 24 heures. Alors, je trouvais qu'il y avait beaucoup de lacunes dans le système, puis encore aujourd'hui, il y en a, malheureusement. Et ben, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui pour un peu partager nos mauvaises expériences, puis d'essayer que tout le monde ensemble, on puisse tous travailler dans le même sens pour pouvoir changer ça, puis être reconnus à notre juste valeur. Pouvez-vous me dire un exemple concret, si vous avez parlé d'embûches, de problèmes. Est-ce qu'il y a un exemple concret qui vous vient à l'esprit là, de difficultés que vous avez vécues dans le réseau? Oui, entre autres, un certain matin où mon chum a reçu la visite du spécialiste sur l'étage et mon chum avait fait des abcès au cerveau suite à une complication avec le myélome, puis il a perdu 3 jours de sa vie. Puis le médecin est passé, je n'étais pas là. Fait que quand je suis arrivée, j'ai demandé d'avoir un résumé un peu de ce qui s'était dit pour pouvoir être au courant puis pour pouvoir poursuivre. Et on m'a répondu d'un revers de la main assez bête, merci. T'es pas mon patient, j'ai absolument rien à dire. Ça m'a comme un peu mis le feu à la poudre, en tout cas, bref. Puis, je vais épargner les mots que je pourrais dire, mais ça m'a un peu comme frustrée dans le sens que Torpinouche, on est supposé travailler en équipe pour que le patient puisse s'améliorer, puisse la qualité de la santé aille un peu mieux. Puis, quand on se fait répondre des stupidités comme ça, ou j'ai des proches aidants qui m'appellent dernièrement puis qui me disent ben, le médecin, il ne veut pas remplir le formulaire d'assurance-emploi pour proche aidant parce que mon conjoint n'est pas en soins palliatifs et n'est pas en fin de vie, fait que lui considère que je n'ai pas besoin d'aller chercher de l'assurance-emploi. C'est toutes des situations qui sont comme ça, qui fait comme Colline Devine, on peut-tu être reconnu à notre juste valeur pour nous puis pour le patient? Parce que si on réussit à créer un climat d'équipe, ben c'est qui est gagnant? C'est le patient, là. Tu sais, fait que ça, c'est certains embûches qu'on a rencontrés. Pendant la COVID, moi, d'envoyer mon chum tout seul dans le bureau du médecin, puis que je sais qu'il ne se souviendra absolument de rien, puis qu'on dise ah non, 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 les prochains dents, on reste dehors, on n'a pas besoin de vous autres, c'est la COVID. Ben, je suis désolée, mais tu sais, je trouve On ça vient à plate un deux. peu. On Ben, vient à on deux. vient à deux, exactement, c'est une équipe, puis des fois, on vient à trois, puis on vient à quatre, mais incluez-nous dans le processus, autant pour le patient qui, lui, est comme, tu sais, c'est comme une vague de plein d'informations qui rentrent d'une shot, puis pour eux, ben, ils en oublient la moitié parce qu'ils sont trop préoccupés à s'accrocher sur un mot précis que le doc a dit, puis ils perdent tout le reste de la conversation. Mais, tu sais, en quelque part, nous, on est comme le deuxième cerveau pour comprendre tout ça, là, puis de prendre des notes. Fait que pour moi, c'était un non-sens de se faire tasser de cette façon-là. Alors, vous, Daniel, qu'est-ce que vous pensez là, de ce que Chantal vient de dire, puis des embûches que vous avez eues? Comment vous voyez ça, là, vous qui êtes personnellement touché là, par un cancer du sang? Ben, moi, personnellement, je me considère extrêmement chanceux d'avoir eu quelqu'un comme Chantal avec moi pendant tout mon parcours. Parce que quand on a un diagnostic comme ça, quand on passe au travers d'épreuves comme ça, euh, toute notre énergie, il faut la mettre à guérir. Tu sais, guérir, c'est quelque chose qui veut pas, demande énormément d'énergie, puis il faut que tu te concentres là-dessus. Puis on n'est pas, comme Chantal disait, ma tête n'est pas focusée sur tout ce que le médecin peut dire. Et j'ai pas le même point de vue puis le même recul que le proche aidant que Chantal pouvait avoir quand le médecin parlait.
Donc, moi, ça a été extrêmement important pour moi, puis ça m'a aidé, puis tu sais, je l'ai dit, je le redis, puis je vais toujours le redire, si ça n'avait pas été là, je ne suis pas sûr que je serais en train de vous jaser aujourd'hui. Puis, j'ai eu la chance pendant tout ce parcours-là, puis encore dernièrement, encore depuis tout le temps, d'être capable de dire, ben moi, je vais me concentrer sur moi. Je sais que je lui mets de la charge en faisant ça, mais je sais qu'elle est là pour toutes les à côté de mon hospitalisation, puis elle va pouvoir gérer toutes ces choses-là. Tu sais, elle m'a permis de passer au travers de plein de choses. Donc, ça, quelque part, pour moi, c'est juste un plus d'avoir un proche aidant qui est impliqué, puis que les médecins impliquent aussi dans le processus, parce que ça nous enlève un poids sur les épaules en tant que malade qui est énorme. Tu sais, je ne me serais pas vu passer au travers de tout ça tout seul. J'en aurais perdu des bouts, c'est sûr et certain. Il y a des choses que j'aurais pas compris, j'aurais mal assimilé, c'est sûr et certain. Ben, merci. Enfin, c'est vraiment un beau témoignage, là. C'est le fun, Chantal, de recevoir ça. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde, hein, d'être accompagné, d'avoir des gens avec nous. C'est vraiment c'est un beau partage. Merci. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire suite à ces difficultés-là? Ces embûches-là, c'est les difficultés d'un bord et l'autre. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire comme action? De retourner à l'université, d'aller faire un bac pour aller chercher des outils, du matériel qui vont aider les proches aidants, qui vont faire que je vais pouvoir aller au gouvernement pour les défendre, pour sortir un peu la vision de c'est quoi un proche aidant non co, de ce qu'on vit. Parce qu'un proche aidant en Alzheimer et un proche aidant en onco, c'est deux mondes différents, là. C'est vraiment pas pareil. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes, on n'a pas rien de pareil dans le fond. Donc, je termine mon bac dans quelques semaines, après 5 ans d'efforts. Et puis, ben, à cause de ça, à cause des embûches que j'ai eues, j'ai décidé de démarrer un organisme qui vient en aide aux proches aidants d'oncologie à la grandeur du Québec. Alors, on va avoir un an dans 2 semaines. On est Comment rendu, ça s'appelle? ça s'appelle l'Organisme de soutien pour les proches aidants en oncologie du Québec. Donc, l'OSPAOC, OSPAOQ.org. Petite plug comme ça. Ben Mais oui, non, mais ben c'est pour ça que je sérieusement, le demande. Je veux que vous pluguiez, là. C'est ça l'affaire. mais non, mais sérieusement, on y va avec des groupes de soutien. On aime ça que les gens, dans le confort de leur foyer, puissent échanger avec des gens qui vivent la même situation que les autres, qui se sentent pas un peu un extraterrestre de se penser tout seul au monde à vivre des situations comme ça, puis à réagir des fois à des situations qui leur donneraient peut-être le goût d'avoir la poudre d'escampette puis de partir en courant parce qu'ils trouvent ça difficile de vivre le rôle de proche aidant non co. On fait des groupes de soutien, j'aide aussi au niveau des formulaires, hein, les formulaires d'assurance, les formulaires de crédit d'impôt. Et là, que c'est compliqué, puis les médecins, ils veulent rien savoir de ça. Fait que nous, on est là pour essayer de les guider. On n'a pas réinventé le bouton à 4 trous, mais on est là pour essayer de les guider pour que les formulaires soient le mieux remplis possible, le plus complet, pour qu'ils puissent avoir droit au peu de soutien financier qu'ils ont. Ça, c'est des actions que vous faites là, auprès Exact. des gens qui communiquent avec vous, là, des proches Exactement. aidants. OK. Oui. Puis, si moi, là, parce que tu sais, c'est une grosse action, hein, retourner à l'université, fonder une organisation. C'est pas tout le monde qui va avoir euh, l'opportunité de le faire pour plein de raisons, là. Euh, Qu'est-ce que vous suggérez, là? Tu sais, quelqu'un qui vit des difficultés, qui vit des difficultés d'accès, que ce soit à des soins, à des services, à de l'accès aux médicaments. Est-ce que vous avez des suggestions là, pour ces gens-là pour essayer de naviguer là-dedans? Ouais. Ma suggestion première, c'est n'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur de prendre des notes, même si quelqu'un vous dit, t'as pas besoin de prendre des notes, t'as pas besoin, je suis là, prenez-en des notes. Prenez-en parce que si moi, j'en aurais pas pris à certains moments, il serait décédé. Quand on dit qu'un myélome est latent, puis qu'on le laisse en dormance parce que c'est pas grave, puis c'est pas ci, pas ça, puis qu'en prenant mes notes et en jasant avec quelqu'un,
on se rend compte que le pourcentage de cellules anormales dans sa moelle est à 70 il aurait dû commencer les traitements, puis que le médecin, lui, ne trouvait pas la nécessité de le commencer. J'ai demandé un deuxième avis. Tu sais, des fois, on n'est pas sûr, puis on a confiance, mais on n'a pas confiance. Tu sais, il y a tout le temps une petite voix fatigante qui nous dit peut-être quelque chose qui ne va pas bien. Tu sais, ayez pas peur de demander un deuxième avis, puis d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est votre droit. C'est normal d'être rassuré, puis d'aller voir quelqu'un d'autre pour savoir si c'est c'est la même réalité ou c'est pas du tout de la même façon. Tu sais, moi, ça m'a permis de le faire, qu'il se fasse traiter plus rapidement, puis qu'il s'en sorte. Mais si j'aurais laissé ça comme ça, j'aurais écouté le premier médecin, il n'est plus là, là. Fait que, tu sais, n'ayez pas peur. Puis souvent, j'ai une journaliste de la presse, Rima El Khoury, qui m'a parlé l'année passée, puis qui m'a surnommée la belle folle au front de bœuf. Ben, la belle folle au front de bœuf, oui, je vais y aller pour vous. De toute façon, je me bats pour vous autres, mais n'ayez pas peur de mettre votre pied à terre, puis de vous affirmer, puis de dire que vous êtes le prochain aidant, puis que pour vous, c'est important d'être au courant de ce qui se passe parce que à la maison, c'est vous qui allez dealer avec les effets secondaires puis les symptômes de tout ce qui se passe. Puis je pense que c'est un minimum de vous inclure dans le processus de traitement et de guérison. Et Daniel, côté personnes touchées directement, qu'est-ce que vous diriez, vous, aux gens pour c'est ça, qui encore là ont des insatisfactions et tout, et qui veulent défendre leurs droits? Qu'est-ce que vous leur diriez? Ben, c'est un peu comme Chantal disait, tu sais, en tant que patient, on s'entend, on fait confiance à notre personnel médical. Normalement, on fait confiance à notre personnel médical. Je pense que c'est la base, là. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, mon médecin m'aurait dit demain matin, Daniel, il faut que tu aies le pitch en bas du pont Jean-Cartier, puis ça va guérir ton myélome. Ben, j'aurais été le pitch en bas du pont Jean-Cartier parce que je faisais confiance. Mais malgré tout ça, il ne faut pas, comme Chantal disait, en tant que proche aidante, mais même pour le patient, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Tu sais, j'ai été hospitalisé pas plus tard qu'une couple de semaines, mais tu sais, je posais des questions quand il m'arrivait avec des médicaments, quand il m'arrivait avec ci ou ça, ben c'est quoi, ça fait quoi, c'est pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, quand tu as l'énergie pour le faire, ben fais-le, puis demande-le, puis gêne-toi pas de poser des questions. Ils sont obligés de te dire qu'est-ce qu'ils te font. Ils sont pas, tu sais, c'est pas, comment je pourrais dire, une chasse gardée pour un secret national. Ils sont obligés de dire qu'est-ce qu'ils font. Souvent, le personnel soignant, par habitude, par plein de choses, vont faire des actions sans même, tu sais, s'ils font ça vite, puis je les comprends, ils sont débordés, là. Tu sais, t'es pas le seul sur l'étage, ils en ont plein à faire, puis les autres, s'ils ont une injection à faire, ils veulent te la faire le plus vite possible parce qu'ils ont quelqu'un d'autre à aller voir, puis c'est correct, mais il faut quand même qu'ils prennent le temps de t'informer. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de demander d'avoir de l'information, puis de savoir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis c'est quoi le plan, tout ça. Fait que, c'est un peu dans ce sens-là. Là, on n'est pas un cobaye. Là, moi, j'étais dans un projet de recherche, même si j'étais dans un projet de recherche, puis à quelque part, j'étais un cobaye. Malgré ça, j'avais le droit d'avoir de l'information, puis je la demandais. Donc, de ne pas avoir peur de poser des questions, de Ouais, demander l'info, de savoir qu'un deuxième avis existe, ouais. de communiquer avec des organisations là, comme les vôtres, comme la Société de leucémie lymphome, pour pouvoir, puis évidemment, là, nos deux organisations travaillent ensemble, donc pour Exact. pouvoir être soutenus, aller chercher des ressources dans la communauté. Exact. Ben, merci. Ça fait le tour de mes questions. Est-ce que vous avez, comme mot de la fin, quelque chose à ajouter ou Lâchez pas, lâchez pas. C'est un combat où on voit souvent, on voit pas la lumière au bout du tunnel, on voit noir, on voit déprimé, on voit n'importe quoi qui est pas positif. Euh, mais lâchez pas. C'est sûr qu'il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, mais chaque petit bonheur fait notre journée. Fait un petit sourire par jour, là, c'est la meilleure prescription de médicaments qu'on peut pas avoir. ben, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup là, de vous être prêté au jeu, d'avoir répondu à mes questions. Puis bonne chance pour la suite. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée, Pascal. Bye. J'espère que vous avez apprécié cette courte entrevue. Nous vous invitons à communiquer avec la Société de leucémie et lymphome du Canada et avec l'organisme de soutien
au proche aidant en oncologie du Québec si vous avez besoin de soutien, parce que nous sommes là pour vous aider. Les coordonnées de nos deux organisations sont à l'écran. Et en terminant, cet événement a été rendu possible grâce au soutien de AstraZeneca. Alors, merci à tous et prenez bien soin de vous.